On va démarrer. Bonjour à tous. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on va parler transformation. Donc, je pense que vous connaissez tous les transformations et les moyens d'améliorer la qualité lors de ces transformations. Donc, pour cela, euh, j'ai le plaisir d'accueillir Manaël. Manaël, je vais te laisser te présenter parce que tu es peut-être une figure que les gens de la taverne ne sont pas habitués à voir parce que tu n'es pas forcément directement dans le test. Tout à fait. Merci beaucoup, Marc, et enchantée. Merci encore pour l'invitation à témoigner sur ces sujets qui sont prégnants depuis quelques années et d'autant plus en 2025. Pour ma part, je suis donc Manel Perchet, je dirige le service ESG, donc développement durable du groupe Womanity et de ses filiales. Womanity, c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé en transformation agile et digitale. Et en parallèle, je dirige l'offre qui s'appelle Womanity Sustainable Shifts et qui accompagne les entreprises dans l'accélération de leur transformation durable, notamment à travers l'ESG et l'innovation. Donc, on va parler un petit peu de l'extension des critères de performance aujourd'hui. D'accord. Parfait. Euh, pour ceux qui ont assisté à la JFTL, le livre Évolution des tests logiciels, voilà, il y a un article que Manaël a coécrit dedans avec Lydie Huon, qui est justement sur l'impact environnemental du numérique. Donc, pour ces personnes, le nom de Manaël vous est probablement familier. Voilà. Euh, donc, Jean-François a un petit contretemps, voilà. Donc, mais il va arriver, il y a pas de problème. Donc, c'est Jean-François Frézy, alors là que vous devez connaître un peu plus, qui va accompagner Manaël. Donc, je vais me permettre de le présenter rapidement, comme ça il le fera ensuite, mais en moins de temps. Donc, Jean-François est un expert test spécialisé sur tout ce qui est transformation qualité et il travaille beaucoup dans le groupe Quality Engineering que vous connaissez probablement sur tout ce qui est transformation du métier, transformation de la qualité. Voilà. Donc, rapidement, la taverne. Donc, la taverne du testeur, c'est plus de 10 000 visiteurs par mois et environ 1 000 vues par jour. Plus de 600 articles, on atteint les 650. Voilà. Avec des vidéos. Ce webinaire sera disponible en vidéo d'ici demain. Des interviews, des présentations d'outils, vidéos et supports de présentation aussi. Elle a été créée en 2017. Voilà, elle est ouverte en novembre 2017 et elle a eu une refonte en mai dernier qui a permis d'améliorer l'impact environnemental et de proposer un site aussi plus accessible. Voilà. Une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver les différents webinaires de la taverne. Et c'est aussi donc un relais pour le groupe Qualité Durable. Comme vous le savez, je parle beaucoup de qualité durable qui allie environnement, impact utilisateur et impact pour les personnes qui contribuent à créer les services numériques. Voilà. Là-dessus, vous pouvez retrouver pas mal des activités du groupe. Et revenons maintenant au webinaire de la taverne. Euh, donc, ce n'est pas du tout organisé par une entreprise. Le but n'est pas euh, commercial, ce qui permet de parler de sujets surtout liés à de la curiosité, avec des sujets innovants, des sujets légèrement différents, et de parler de tests et de qualité de manière différente. Et c'est justement un des objets de ce webinaire. Vous allez voir que par qualité, on n'entend pas uniquement la qualité logicielle. Voilà. Et c'est un lieu d'échange. Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec Zoom, mais il y a un chat, voilà, sur lequel vous pouvez écrire autant que vous voulez. Voilà. Donc, encore une fois, merci à vous d'être présent. Et il y a même un système de questions-réponses.
Voilà. Donc, avec les questions, ce qui permet en fait question-réponse de s'assurer que on a des réponses à l'ensemble des questions parce que c'est ce qu'on essaye de faire un maximum. Voilà. Est-ce que vous avez des questions le temps que Jean-François arrive? Euh, Des je vais en questions, pro- peut-être même des attentes vis-à-vis de ce webinaire sur la qualité. On essaiera d'y répondre le plus justement possible. Ouais. Voilà. Je vais en profiter pour remercier rapidement les différents sponsors de la taverne. Voilà. Ah, le chat est désactivé. Euh, c'est dommage. Alors, ça doit être une erreur dans les options. Euh, les spectateurs, c'est bon. Normalement, c'est réactivé, le, le chat. Donc, merci. Ouais. Ouais, c'est quand même mieux. Voilà. Parfait. Euh, donc, je remercie les sponsors de la taverne en fait, ça me permet de payer l'hébergement et de soutenir certaines initiatives sans que ce soit à moi de débourser l'argent. Donc, on a une petite association de la taverne. Voilà. Et particulièrement la Smart Testing, parce que vous voyez, hein, mon nom est marqué Smart Testing, c'est parce qu'on utilise l'outil de Smart Testing pour pouvoir euh, retransmettre ce webinaire. Voilà. Hop. Donc, encore quelques minutes. Euh, désolé. Bah, vous connaissez hein, les problèmes informatiques, les problèmes Windows, ça arrive fréquemment. On s'adapte. Ouais. Euh, ça va pas forcément être le sujet, mais est-ce que tu pourrais parler un peu d'ESG euh, pour le moment, Manel, le temps que Jean-François arrive? Parce que on connaît RSE, généralement, on connaît Green IT, ESG, c'est quelque chose qu'on voit un peu moins. Oui, ouais, tout à fait. C'est bien que tu poses la question parce que c'est quelque chose auquel on est habitué dans le monde de la durabilité, mais parfois ça peut être un petit peu plus difficile de comprendre concrètement comment ça s'incarne. ESG, ça veut tout simplement dire environnement social et gouvernance. Donc c'est une évolution qui montre que les enjeux et les critères de performance liés au social et à l'environnemental sont intégrés à la gouvernance de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, les entreprises, on le verra tout à l'heure, au regard du contexte économique, social, environnemental, mais aussi réglementaire, euh, ben, commencent à se poser des questions, soit par choix, soit par contrainte, de leur performance sociale, environnementale et économique. Euh, et donc aujourd'hui, il y a de plus en plus en effet d'obligations qui encouragent ces entreprises à mesurer, parce qu'on améliore que ce qu'on mesure. On va le voir aussi dans les définitions de la qualité qu'on en a avec Jean-François, qui vient d'arriver. Donc ESG, c'est vraiment environnement, social, gouvernance. Il y a plein de façons pour les entreprises d'encourager cet impact et la durabilité dans leur cœur de métier ou dans les activités qu'elles occupent. Le but étant de répondre aux attentes de leurs parties prenantes. Donc, quand on parle de parties prenantes, on parle d'investisseurs, d'actionnaires, de salariés, de clients, bref, tous les stakeholders en fait, qui constituent l'écosystème de l'entreprise et les impacts qu'elle va avoir sur eux. Ok. Et merci. Euh, bah, bienvenue Jean-François. Ravi de te Désolé pour voir. le retard, une petite contrainte technique avec mon Ouais. ordinateur qui fait que je suis en retard. Je t'ai présenté rapidement, mais je vais te laisser le faire aussi en quelques secondes. Ouais, je vais aller vite. Donc moi c'est Jean-François, j'ai 20 ans d'expérience dans la qualité et le test. J'ai vu pas mal de choses dans mon parcours, un peu comme Marc, je pense qu'on a vu l'arrivée de l'agilité, du DevOps, de l'agilité à l'échelle, toutes ces transformations-là. Et c'est un peu le sujet aussi du jour, c'est de dire comment on va travailler avec une meilleure qualité de façon globale et qui dépasse un peu le sujet qu'on a l'habitude de voir un peu tous les deux avec Marc, en pouvant échanger avec Manel. Salut Jean-François. Non. Bon, voilà. Donc maintenant, c'est à vous, Manel et Jean-François. Euh,
Et du coup, on va commencer avec quelques définitions et surtout de se dire, bah voilà, aujourd'hui, dans l'échange qu'on va faire avec Manaël, c'est comment on peut concilier vitesse, durabilité, qualité opérationnelle, qualité humaine, dans toutes les transformations organisationnelles, techniques et digitales qu'on peut avoir au quotidien. Si tu peux passer à la slide suivante, Marc. On va commencer un peu par voilà. Déjà, nos définitions et la définition de Manaël sur sa vision de la qualité, puis après la mienne, et après on pourra échanger avec Manaël sur ce sujet. Merci Jean-François. Je viens du monde agile, comme vous l'avez compris. Moi, j'ai commencé ma carrière il y a un peu moins de 10 ans maintenant. Et pour moi, la qualité, ben, c'est de pouvoir allier la valeur en continu, qui est livrée de façon incrémentale, itérative, avec la mise en place de procédures et de processus efficaces, pour permettre aux équipes ben, de travailler avec une adaptabilité, donc de pouvoir s'adapter au contexte client. Euh, Évidemment, ça passe aussi par du Scrum, donc une collaboration qui soit fluide et qui garantisse la satisfaction des parties prenantes dont on a parlé juste avant. Mais aujourd'hui, je pense que la qualité évolue. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'élargir cette vision et l'impact de leurs produits ou de leurs services sur les parties prenantes qui les composent. Et donc d'aller un peu au-delà de la performance immédiate et peut-être d'intégrer progressivement des critères de performance plus durables, notamment l'impact environnemental. On va parler de planète, du bien-être humain ou en tout cas de l'accessibilité, si on parle de la tech notamment, c'est la partie people. Et puis évidemment, sans création de valeur pérenne, on n'a pas une entreprise pérenne. Donc on va aussi parler de prospérité ou de profitabilité. Donc, pour moi, aujourd'hui, la définition de la qualité, c'est s'assurer d'avoir une transformation évolutive qui allie à la fois vitesse pour répondre au monde complexe, incertain, ambigu qu'on va voir tout à l'heure, la durabilité et évidemment l'impact social que leurs activités ont sur le monde. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça la performance globale qui est régénérative pour les entreprises. C'est vrai que l'impact social, on commence à de plus en plus le sentir, notamment avec des services numériques comme X d'Elon Musk. On va en parler, j'imagine, en effet. Et pour toi, alors, Jean-François, par rapport Bah, à la qualité? bon, il y a quand même on se retrouve un peu, on a fait tous les deux beaucoup d'agilité et je pense que enfin moi j'ai pu voir dans mon expérience que la qualité était historiquement réduit aux testeurs et aux tests, mais la qualité, c'est pas ça, c'est l'affaire de tous. Et je pense que tout le monde doit être fier et avoir envie de livrer un produit qui apporte de la valeur, qui marche bien et qui est efficace, et pas se dire, ben, j'ai juste développé du code, parce qu'à la fin, on développe des produits et des services. Et en plus, on est dans un monde où on va de plus en plus vite, où la concurrence est plus liée à délivrer la meilleure feature plus rapidement que son concurrent plutôt que d'être le plus gros possible. Euh, et donc, c'est vrai qu'on doit livrer en continu de façon plus rapide, de façon utile, fiable et performante. Et donc, forcément, on doit juste dépasser ce fait de dire, ah, j'ai respecté un critère, j'ai respecté une norme, mais de se dire, mais comment je suis plus orienté utilisateur, comment je vais le satisfaire, comment il va être content de mes services et comment cette collaboration qu'ont avoir les utilisateurs, mais aussi toutes les parties prenantes d'un produit, d'un projet, vont permettre de rendre ce produit durable. Je pense qu'on est tous contents quand on a une machine à laver qui dure 15 ans et pas 3 ans. Globalement, dans la tech, 3 ans, ça paraît déjà super long pour un produit, des fois. Donc il faut voir comment on va allier vitesse et qualité, et aussi durabilité des produits et des services qu'on fait dans la tech. Et donc, si on veut réussir cette transformation, qui est continue maintenant, là, on ne peut pas dire, ah, on s'est transformé, maintenant j'ai l'impression que on change quasiment tous les 2 ans de façon de travailler dans les organisations. Donc, il faut voir comment on peut faire ça de façon efficace et avec un impact le plus positif possible. On parle aussi des enjeux du numérique sur l'environnement et c'est intéressant, je pense, de commencer cet échange qu'on a tous ensemble sur concrètement quels sont les impacts du numérique sur l'environnement. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est un peu plus de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Et on a souvent tendance à penser que l'aviation surpasse tout. Non, en réalité, l'aviation, c'est 2,5%
l'aviation civile, j'entends. Donc, sans actions qui nous permettent de limiter cet impact du numérique, finalement, on peut s'attendre à une multiplication par 3 d'ici 2020 à 2050. Tout simplement parce qu'on voit qu'on a de plus en plus d'objets connectés, il y a une croissance exponentielle des usages, et on va voir aussi qu'il y a un impact social qui est important. Donc, je pense que prendre conscience déjà de la matérialité de l'impact du numérique, c'est important. Le numérique, on a l'impression que c'est voilà, très diffus, sur un cloud, d'ailleurs on parle de nuages. Non, mais le numérique, il a un impact très tangible, quoi. Donc, jusqu'à maintenant, les entreprises avaient beaucoup de difficultés à le mesurer, déjà parce qu'elles n'y étaient pas contraintes. Aujourd'hui, avec l'arrivée de la CSRD, c'est le cas. Une fois qu'on cherche à le mesurer, ben, il faut savoir quoi mesurer. Est-ce que c'est un système d'information? Est-ce que c'est un site web? Est-ce que c'est une application? Est-ce que c'est l'usage qui y est lié? Euh, et puis surtout, qu'est-ce qui pollue le plus? Alors aujourd'hui, on sait que ce qui pollue le plus, c'est la fabrication et la fin de vie des équipements. On va voir aussi que l'usage a son importance. Et donc, qui dit usage dit aussi développement de ces applications. Donc, dans le monde de la tech, on a tous un rôle à jouer pour pouvoir améliorer cet impact du numérique sur l'environnement. D'autant plus que maintenant, je pense que ces chiffres, ils ont été fournis avant vraiment les projections des nouveaux data centers de l'IA et de tout ce qui arrive dessus. Donc, ça peut, voilà, qui sont vraiment grandes sources Et énergétiques, mais aussi de consommation d'eau. On ne se rend pas compte, mais voilà, il y a des États américains, ils se disent, va falloir peut-être rationner une partie de notre population si on en a besoin pour pouvoir continuer à alimenter les data centers. Enfin, complètement, et c'est vrai que tu me tends le bâton pour dire qu'en effet, il y a deux informations qui sont importantes à garder en tête. C'est que d'ici 1 à 2 générations, on n'aura plus assez de ressources abiotiques pour pouvoir créer nos terminaux. Donc, ressources abiotiques, ce sont des ressources qui sont finies et non renouvelables. Donc, comment s'assurer de recycler nos terminaux? Et puis, en effet, tu as souligné la partie IA. Bon, ben, on sait que Microsoft, Google, là, sur les 9 derniers mois et avec le lancement de l'IA, ils ont multiplié entre 30 et 40% leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a un vrai enjeu sur l'usage de l'IA et pourquoi on l'utilise. Ça peut être un super levier d'innovation, de transformation. Ça peut même être un très bon levier de durabilité, mais à condition de s'assurer qu'on l'utilise de façon intelligente. Je prends souvent l'exemple de la recette de la tarte aux pommes. Bon, est-ce qu'on a besoin d'aller sur ChatGPT ou autre pour regarder la recette de la tarte aux pommes? Je suis pas sûre. Voilà. Et on parlait de la pression réglementaire, en effet. Donc, cette pression réglementaire, elle s'accentue au fil des années. On considère qu'il y a 60% des émissions de CO2 qui sont liées qui seront liées au numérique d'ici 2040. Et bah, les entreprises, elles, ont des objectifs à 2030, 2050. Donc, il va falloir petit à petit rassembler ces enjeux. La pression réglementaire, la mesure et puis l'action, le passage à l'action pour réduire cet impact-là. Donc, je vous ai mis un petit florilège avec Jean-François des obligations réglementaires qui sont rentrées en vigueur petit à petit. Mais avec l'arrivée de la CSRD, on a la chance d'avoir bah voilà, une réglementation qui encourage toutes les entreprises à se mettre au diapason, à mesurer de la même façon les mêmes facteurs d'impact. Donc ça, c'est assez révolutionnaire. Donc ça va aussi encourager ou contraindre, ça dépend de la façon dont on le voit, bah, les entreprises à se mettre au diapason sur ces sujets. il y a des entreprises quand même comme Microsoft et Google qui envisagent de construire leur propre centrale nucléaire pour avoir, pour être indépendant du réseau énergétique, mais aussi pour limiter l'impact COD de leur nouveau data center. Donc ça pose des questions où avant c'était les États qui construisaient et qui pilotaient cela, et maintenant c'est des entreprises privées qui risquent de construire des centrales nucléaires. Qu'on va voir, voilà, un monde en pleine transformation. On a commencé à toucher du doigt les enjeux. Euh,
pense qu'il y a trois enjeux principaux au numérique. Ça, c'est aussi des choses sur lesquelles on pourra revenir un petit peu plus tard. Mais si on devait les résumer en une slide pour avoir un petit peu le contenu le plus important, il faut peut-être se dire que le numérique, bah, c'est un outil. Et donc, comme la roue et le feu, le numérique, ça doit être un outil qui est au service de l'humanité et pas quelque chose qui accélère notre perte. Ça, c'est une citation de Frédéric Bordage, donc de greenIT.fr. Et je suis assez en phase avec cette vision. C'est-à-dire que bah, un outil, c'est comme un couteau. Finalement, on peut s'en servir pour couper une tarte, on peut s'en servir aussi pour blesser quelqu'un, à nous de nous assurer que l'impact et l'usage qu'on en fait soit positif. Donc, déjà, avoir conscience de ça, de ces impacts négatifs, bah, ça permet de pouvoir réorienter notre façon de voir les choses, d'agir, et puis, aussi petite soit-elle, bah, de faire notre part pour un numérique positif. Donc d'abord, il y a des enjeux environnementaux, on en a parlé. Il y a à la fois la nécessité d'une consommation qui soit plus frugale, plus sobre de nos matériaux. Aujourd'hui, on considère qu'il y a entre 8 et 12 devices par habitant en France. Quand on parle de device, ça va être le téléphone, la montre connectée, l'écran, l'ordinateur, la tablette. Voilà, on en a à peu près entre 8 et 12. Il y a aussi en parallèle l'accélération des usages. Il y a quelques années, il y avait la traîne du métaverse. Aujourd'hui, c'est l'IA. On a beaucoup parlé de blockchain. Bon, voilà. Donc, c'est les deux enjeux qu'il faut garder en tête. Ensuite, il y a les impacts sociaux. Ben ouais, le numérique et en général les matériaux. Les devices, ben, ils finissent souvent dans des pays en voie de développement. Ça peut être en Afrique, ça peut être en Inde, ça peut être en Chine. Et puis, ils ont des métaux rares à l'intérieur que beaucoup d'enfants ou d'adultes en situation de précarité ben, cherchent à récupérer pour pouvoir ben, se nourrir. Voilà. Donc ça, c'est l'enjeu lié à au recyclage de ces matériaux. Il y a effectivement des inégalités. On considère qu'il y a un tiers des Français qui manquent de maîtrise des usages. Alors, on a tendance à penser que c'est les générations de nos parents, voire de nos grands-parents, mais en réalité, c'est l'affaire de tous. Et puis, effectivement, si vous avez vu le documentaire sur Netflix Derrière nos écrans de fumée, bah, vous avez vu qu'il y a un enjeu lié à la dépendance, euh, que ce soit sur Insta, TikTok et autres, ben, en moyenne, un Français passe plus de 4 heures par jour sur son smartphone, et c'est encore plus pour les moins de 30 ans. Et puis, il y a quelque chose qui nous touche, je pense, vous et nous, dans le milieu de la tech, du digital, c'est la performance économique du numérique. Sur une application, aujourd'hui, on considère qu'il y a 45% des features qui sont pas ou jamais utilisées par le end user. Bah, conséquence, ça entraîne un surcoût de matériel, de main-d'œuvre. Et donc, peut-être se poser la question de revenir à une frugalité du numérique. Enfin, il y a une data que j'aime bien donner, c'est de garder en tête que les 70 kilooctets qui nous ont permis d'aller sur la Lune en 69, bah, aujourd'hui, ça suffit à peine à envoyer un mail. Donc, c'est assez lié aux trois enjeux qu'on vient d'évoquer. Je sais Il y pas a si plein de gens qui te diront que c'est jamais arrivé, c'est peut-être pour ça, mais bon, on va pas c'est rentrer dans le ça. débat. Mais je reviens aussi sur ce que tu disais euh, sur les, voilà, notre boulimie de feature. On l'a tous vu, je pense que Marc aussi il a dû le voir, le fameux Ah, cette feature, on ne sait jamais, elle pourrait être bien utilisée. Il y a un client qui nous l'a demandé, donc tous les clients pourraient en avoir besoin sans étude préalable. Donc c'est vrai que des fois, on voit beaucoup de features qui sont produits et en fait, qui sont très peu utilisées par la suite. C'est pas évident parce qu'on est sur un modèle économique où une feature peut rentabiliser un produit ou une entreprise énormément. Et donc, il y a aussi une part limite de R&D dans ce qu'on fait qui crée aussi socialement beaucoup d'emplois. Toute personne dirait trop. Voilà, il y en a qui se disent, regardez X, on a enlevé 80% des emplois, la boîte tourne encore. Est-ce que, voilà, faut pas non plus avoir le raccourci de dire, on a trop de gens dans la tech qui servent à rien parce qu'on fait trop de features et on va être plus minimaliste. Et je pense que c'est un équilibre à avoir avec des boîtes qui font des super profits, qui doivent avoir jouer aussi leur lien social à créer de l'emploi. Surtout que c'est des emplois à haute valeur ajoutée, c'est souvent des ingénieurs, donc des bons salaires. Donc ça, c'est bien pour l'économie, pour les impôts, pour tout ce qu'il faut, pour notre transformation, notre transition écologique. Donc c'est pas binaire, juste de dire faisons moins de features, soyons plus frugal. C'est
comment on fait un équilibre où tout le monde y gagne, tant qu'on a encore le choix de nos décisions. Tout à fait. Et en effet, si ce n'était pas clair, moi, l'idée, c'était plutôt de revenir sur une idéation, dès la phase d'idéation, de se poser la question de l'impact économique, social et environnemental de chacune des features. Parce qu'au contraire, ajouter des features, ça peut aussi augmenter la valeur pour les parties prenantes. Donc, c'est simplement se poser les bonnes questions au bon moment, quoi. Tout à fait. Et pas être bête et méchant dans son choix. La transformation et ses enjeux. Alors ça, c'est une slide que j'affectionne particulièrement parce que, en effet, se poser ces bonnes questions au bon moment, bah, ça permet à la fois pour les équipes et les entreprises au sens large bah, de pouvoir mieux gérer les risques, donc de pouvoir anticiper les crises et ces risques, de pouvoir aussi obtenir de nouveaux marchés, parce qu'on sait que bah, en tant que citoyen français, européen, qu'on le veuille ou non, on est quand même sensible aux impacts de nos activités sur l'environnement. Nous, on le voit chez les candidats, bah, c'est important pour eux de faire partie d'une entreprise qui s'engage pour l'impact social et environnemental et qui ne soit pas juste là à regarder bah, est-ce que mon profil est billé chaque jour en tant que consultant. Non, il y a besoin de retrouver du sens dans nos métiers, de retrouver une valeur ajoutée à ce que l'on fait chaque jour, trouver les raisons pour lesquelles on se lève le matin. Et donc, c'est tout à fait lié au fait d'attirer et de motiver des nouveaux talents. Quand je parle de talent, je parle de savoir-être, de savoir-faire. Et je crois que Jean-François, pendant la préparation de ce webinaire, on avait parlé aussi de l'accélération en fait, des compétences et de la nécessité de savoir se renouveler en continu. Avant, on considérait que nos compétences étaient viables pendant 10 ans. Aujourd'hui, on est plutôt sur du 3 ans. De Ouais. réussir Ça va à... s'accélérer avec l'IA. Ça va être encore, Et ça va encore s'accélérer ça va avec... encore s'accélérer. Ouais. Puis de J'y pouvoir... viendrai pour la suite sur les compétences. On en parlera après. Ouais. Pouvoir en effet ben, innover pour demain, participer à résoudre nos défis planétaires, bref, de donner en fait à chacun l'espace, les moyens et les outils pour incarner le changement qu'il a envie de voir autour de lui, quoi. Donc, effectivement, il y a la partie faire des économies. Ben, déjà, mesurer l'impact du numérique sur sur l'environnement, le social, la prospérité. Euh, Travailler sur du green FinOps, travailler sur de la frugalité qui fasse sens, ben, ça permet aussi de faire des économies énergétiques. Et donc, c'est ce à quoi touche le Green IT, l'éco-conception de services numériques aussi. Voilà. Et Et, donc, alors, faut assurer la pérennité de l'entreprise, bien sûr. je suis assez en phase de ce que tu dis. Et souvent, quand on parle de la tech, on voit les gros mastodontes, les Google, les Microsoft, les Instagram, les Facebook. Mais en France, on a quand même des entreprises qui marchent très bien et qui ont lancé et qui sont sur ce modèle aussi de faire attention à la planète et de mettre ce qu'il en place. En préparant ce webinaire, j'ai pensé à trois entreprises. Le Bon Coin, qui fait peut-être 20 ans maintenant que ça existe, l'application, au début sur le web, maintenant sur mobile. Mais c'est vraiment le modèle de ben, ne jetez pas, mais revendez et qu'il y ait une seconde main, voire une troisième, quatrième main. Euh, ça, c'est quand même peut-être l'une des applications les plus utilisées en France. C'est tellement d'utilisateurs qui sont capables de donner des statistiques sur plein de choses. Alors, j'en vois régulièrement chaque année des études qui font, qui donnent comment les Français utilisent, achètent de l'immobilier ou des choses comme ça. Donc c'est assez intéressant. Il y a aussi Blablacar. Quand même, le concept est basé sur remplissez votre voiture au maximum pour réduire votre empreinte économique et en plus gagner un peu d'argent en tant que conducteur. Et il y a Too Good To Go. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est vraiment plutôt que de jeter quand on est boulanger ben, son pain. euh, Juste avant de fermer, on fait une promo et les gens peuvent acheter pour 2, 3, 4 fois moins cher euh, ce qui reste pour éviter que ça soit jeté. Parce que les chiffres mondiaux sont 40% de nourriture jetée dans l'industrie agroalimentaire. Donc, super intéressant. C'est des applications qui marchent bien, bon, principalement dans les grandes villes. Mais c'est vrai que voilà, en France, on peut être fier. Il y a quand même, si on veut chercher des emplois et travailler dans les boîtes qui lient performance économique, sociale et écologique, je pense qu'on a de plus en plus de bonnes idées en France. Voilà, comme on dit, on n'a pas du pétrole, mais on a des bonnes idées. Donc voilà, il y a pas que les grands groupes américains et chinois sur lesquels on peut s'éclater. Tout à fait.
Donc oui, toi tu me dis, si moi je vois un peu par rapport aux enjeux, moi ce que j'ai vu et ce que je vois de plus en plus, c'est que tout s'accélère et qu'on est dans un monde où on va faire ce qu'on appelle du quality engineering et on va dire que euh, il faut aller de plus en plus vite. Et souvent on va dire, soit on va vite, soit on fait de la qualité. Moi je suis pas tout à fait d'accord. C'est pour ça que j'ai mis cette citation de Ed Callum, qui est le cofondateur de Pixar, qui dit ben, la vitesse sans qualité, c'est une illusion. Et que si on ne peut pas délivrer quelque chose d'incroyable, ben alors aller vite, c'est une promesse vide. Voilà, c'est quand même. Je pense que Pixar a démontré qu'ils étaient capables de délivrer régulièrement, rapidement, des animés, des films animés d'une très grande qualité. Donc, voilà. Si moi, vous ne me croyez pas, essayez de, de croire euh, Ed Catmull. Et donc, moi, ma, ce que je ressens, c'est que vraiment, si toutes les parties prenantes d'un produit, d'une entreprise, essaient de faire le mieux possible et bien du premier coup, bon, on va délivrer plus rapidement et plus efficacement. C'est facile à dire, beaucoup plus compliqué à mettre en place parce que on n'a pas toujours les mêmes objectifs au sein d'une même entité alors qu'on délivre le même produit. Bon, bref, c'est des débats limite humains et psychologiques sur lesquels il faut travailler. Mais la technologie peut nous aider, mais la collaboration et l'efficacité de nos échanges sont vraiment importants. Et vraiment, on est dans ce monde où il faut délivrer de plus en plus vite. Voilà, je pense que plein de gens qui nous écoutent, là, ils sont dans des projets qui doivent livrer peut-être une ou deux fois par semaine en production. C'est énorme. Moi, au début de ma carrière, on livrait 3 fois par an. On avait 4 mois pour se préparer. Bon, des fois, c'était l'apocalypse quand on mettait en prod, mais on était sur des temps, je dirais pas des temps longs, c'est pas des centrales nucléaires qu'on construit, mais c'était des temps plus longs que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, on va tendre à dire, ben, comment je fais pour livrer 10, 30, 50 fois par jour en production de nouvelles features. Donc forcément, tout change. Et donc forcément, tout ça, il y a des conséquences et des risques auxquels on va échanger avec Manaël. Donc on n'a pas sur le même niveau, mais vous allez voir que ça va se rejoindre dans notre échange et notre discussion sur ces enjeux. Merci Jean-François. En effet, on constate ensemble hein, que les entreprises, elles doivent devenir plus réactives, plus adaptatives, pouvoir anticiper les changements qui sont liés à la fois aux conséquences climatiques du changement et puis aux conséquences sociales. Donc, elles doivent s'adapter à un marché qui est en constante évolution. Et pour ça, en fait, il y a un système qui émerge au sein des entreprises depuis quelques années maintenant, c'est les 3 P, donc Profit, People, Planet, qu'on appelle aussi Prosperity hein, à la place de Profit. C'est un concept clé quand on parle de performance durable. Et ce cadre, il a été développé par John Elkington en 94, si je me souviens bien. Et ça repose sur une idée qui est assez simple, mais franchement puissante. C'est mesurer la performance d'une entreprise. Ça doit plus se limiter au profit financier. Ça doit aussi intégrer d'autres dimensions qui sont, elles, essentielles, comme on le disait tout à l'heure, l'impact social et environnemental. Donc le premier P, ça va être les people. On va s'intéresser à l'impact social des entreprises qu'on va mesurer, notamment à travers des rapports extra-financiers. Ça inclut évidemment le bien-être des employés, mais pas que. Ça implique aussi les conditions de travail, les sujets comme la diversité, comme l'inclusion, l'accessibilité à la formation. Autrement dit, comment est-ce que dans une entreprise, on prend soin de l'évolution personnelle des salariés qui la composent en interne, mais aussi au sein des communautés où elle est active. Donc, c'est partie prenante. Le deuxième P, ça va être la planète. Là, ça concerne la responsabilité environnementale de l'entreprise ou de l'équipe. C'est tout ce qui va toucher à la réduction des émissions de CO2, à la gestion des ressources naturelles. On parlait de l'eau tout à l'heure, c'est exactement ça. Ou encore la préservation de la biodiversité. Donc, en résumé, on ne va pas seulement se concentrer sur l'activité en elle-même de l'entreprise, gaz, électricité, eau, pour ceux qui sont familiers avec ça, ça va être le scope 1 et 2. On va aussi se concentrer sur les externalités de ces activités. Donc, en résumé, il s'agit à la fois de minimiser l'impact négatif de l'entreprise, mais si possible, de l'optimiser. Et puis, en troisième, il y a la prospérité. Évidemment, sans profit, on ne peut pas payer les salaires.
Mais attention, c'est pas juste du profit à court terme. On va parler d'une croissance inclusive et durable qui profite non seulement à l'entreprise, mais aussi aux parties prenantes et à la société au sens large. Donc aujourd'hui, avec les réglementations dont on parlait en introduction, comme la CSRD, toutes les entreprises de plus de 250 salariés, elles doivent publier des données détaillées sur les impacts sociaux et environnementaux de ses activités, mais aussi de sa gouvernance. Et ce sont ces directives européennes qui renforcent encore une fois l'idée que la performance ESG, c'est bien plus qu'un bonus, c'est un levier stratégique pour construire un avenir qui soit vraiment inclusif, responsable et surtout résilient. Résilient face aux changements, aux évolutions du marché et des attentes. Donc ces 3 P, ils sont vraiment là pour rappeler qu'une entreprise ne peut pas se contenter de penser uniquement en termes de profit à court terme, elle doit aussi équilibrer ces 3 dimensions-là. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on a préparé cet échange et que tu m'as montré les 3 P, je te disais, ben, moi aussi, ce que j'ai vu, c'est mes 3 P, mais côté transformation opérationnelle, on met toujours les people dedans, ben, forcément avec notamment les compétences, j'y reviendrai après. On va voir les process, les products, c'est le produit qu'on développe, mais aussi les produits qu'on utilise pour pouvoir délivrer de la valeur plus rapidement et gérer. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a des fois des solutions qui sont. On a l'habitude de casser et recommencer. On a des produits assez, je dirais, fragiles, alors qu'on est dans l'agile. Et en fait, l'objectif, c'est d'être plutôt dans quelque chose d'antifragile et donc de résilient et de se dire comment on anticipe les nouvelles habitudes de nos utilisateurs, les changements de réglementation, les problèmes, voilà, un data center qui brûle, comment on va gérer, enfin des choses qui vont arriver avec des inondations, des problèmes et des gestions et qui font que ça va impacter notre business, notre organisation et notre gestion et pouvoir le changer. Et donc on est vraiment dans ce monde en perpétuel mouvement qui impacte aussi l'organisation des entreprises. Parce qu'à la fin, la profitabilité, c'est quand même l'objectif même d'une entreprise. Mais quels moyens elle se donne pour que elle soit cotée comme il faut avec le bon ESG dans le bon ETF, parce que c'est ce qui est le plus rentable aujourd'hui, pour que leurs actionnaires aussi aient une bonne image des produits qu'ils font, et aussi parce qu'on est dans un monde où les utilisateurs, de plus en plus, veulent acheter quelque chose qui va être de plus en plus responsable. Ça dépend des utilisateurs, et on est un petit peu contradictoire des fois dans notre façon de consommer, hein, en disant il faut réduire la consommation et qu'on prenne moins l'avion, mais tiens, je vais partir la semaine prochaine, 2 semaines de l'autre côté du monde. C'est pas un jugement, je fais pareil, hein. Donc on est dans des contradictions qui sont pas évidentes. Voilà, et des fois on a l'impression d'être jugé, et donc les entreprises, elles doivent être assez neutres là-dessus et de se dire, il y a une tendance, comment on va le gérer, comment on va le mettre en place. Du point de vue, comme tu as dit, beaucoup plus global dans sa prestation, mais qui doit être aligné aussi dans de façon productive. Et nous, très souvent, on voit les transformations de façon très opérationnelle. On voit, et on n'a pas la vision globale de pourquoi c'est fait. Et c'est pour ça que quand on a échangé, on s'est dit, bah, on a 2 fois 3 P avec un point commun qui sont les gens, les people, et de se dire, euh, Marc, slide suivante, et de se dire, bah, en fait, il faut que nos transformations elles s'agissent sur les 5 P. Et qu'on ait la globalité et que tout le monde soit formé et une vision au niveau nécessaire, hein. Forcément, on n'a pas besoin d'avoir les mêmes informations quand on est responsable de la transformation, qu'on est au directoire d'une boîte, qu'on est ingénieur en développement. Mais le but, c'est de se dire comment on fait pour mettre tout ça et aussi donner du sens et qu'on subisse un peu moins les transformations et qu'on comprenne pourquoi on doit les faire et qu'on soit aussi plus dans l'anticipation parce que on est beaucoup dans la réaction. C'est normal, les choses marchent bien et c'est souvent ça marche plus, on jette, on recommence. Mais des fois, voilà. Comment on fait pour être plus résilient, être dans l'anticipation? Très compliqué en ce moment d'être dans l'anticipation parce qu'on n'a pas de vision économique au-delà de 3 mois. Mais c'est vrai que tout ça implique que il va falloir qu'on se transforme. Je ne sais pas ce que tu en penses, Manel, sur cette vision du 5P On et si, ce est, que ça pourrait on est tout à apporter. fait alignés. On est tout à fait alignés. Et je me souviens quand on a préparé en effet ce webinaire, on a parlé de plusieurs exemples. Donc on pourra pas tous les aborder dans la session, mais il y a 2 choses qui me viennent en tête en t'écoutant. C'est déjà en effet la nécessité dans le cadre de la transformation de s'assurer que les équipes comprennent pourquoi on doit se transformer. Donc ça implique de la sensibilisation.
Sur la partie, par exemple, numérique responsable, Green IT, bah, ça peut être des fresques du numérique, des jeux économes, travailler en intelligence collective sur des ateliers qui nous permettent bah, de comprendre les impacts de nos activités sur les parties prenantes. Donc vraiment sensibiliser et puis upskiller, former. On ne peut pas demander à des personnes de se transformer si elles ne comprennent pas pourquoi et si elles n'ont pas les moyens et les outils de le faire. Donc ça implique aussi de former ces équipes à l'éco-conception notamment, leur management et l'importance du lead by example, donc d'avoir des directions qui montrent l'exemple, qui agissent en tant que facilitateurs de cette transformation. Donc ça, c'est vraiment sur la partie people. Et je fais le lien avec ce que tu disais juste avant sur la partie produit, notamment avec l'arrivée de l'IA. Euh, je me souviens qu'on en avait discuté rapidement de cet exemple d'une stagiaire qui arrive dans une grande boîte de l'aviation, justement. Son rôle, c'était de travailler sur l'entraînement de l'intelligence artificielle en, en lien avec la reconnaissance vocale. Bon, et elle arrive dans l'équipe. Et elle teste la reconnaissance vocale et elle se rend compte que la reconnaissance vocale ne marche pas sur elle. Donc elle se dit problème de qualité. Il y a un problème quelque part. Et en fait, non, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait aucun problème. Tout fonctionnait très bien. C'est simplement que dans l'équipe, il n'y avait pas de femme. Donc l'IA n'avait jamais été testée sur la voix d'une femme. Et donc ça, vous pouvez retrouver cet exemple dans la conférence Radio France. Et je trouve que cet exemple est criant de vérité, de dire que bah, finalement l'inclusion, la diversité, c'est aussi un gage de qualité dans une équipe pour faire en sorte que le produit réponde vraiment aux attentes, quoi. C'est vrai. Et pour faire la transition un peu sur les compétences, tu parles que oui, il faut former les gens, mais souvent, tu vois, quand on fait le lead by example, on forme des managers à des transformations. Moi, je l'ai vu beaucoup, parce que l'agilité à l'échelle est safe. C'est qu'on prenait les gens, les managers, on les formait et on disait, il va y avoir du ruissellement, vous allez les former. Mais là, on parlait de changer toute l'entreprise et la culture de la boîte totalement. Donc les boîtes qui ont fait ça, ça n'a pas trop marché, hein, globalement. Et ceux qui ont mis plus de moyens pour accompagner, mettre des compétences, mettre des formations, mettre des gens dans la transition, parce que c'est une transition, c'est pas juste il y a qu'à faucon. On faisait comme ça, demain on fait autrement. Ah non, le cerveau humain, il n'est pas fait comme ça pour agir. On n'est pas des machines. Et donc, il faut. Et il se passe toujours. On refuse le changement, on commence à l'accepter et après, on propose des nouvelles évolutions dans le changement. Ça se passe Et- relativement comme ça. Et ceux qui veulent pas, en général, ils quittent l'entreprise globalement. C'est pas la Oui, vocation d'une entreprise, mais c'est souvent comme ça que ça se passe dans des transformations. ouais. Alors, soit en effet, ils quittent l'entreprise par choix ou par obligation. Moi, je vois aussi beaucoup de transformation dans lequel bah, tu as raison, l'humain, on n'aime pas changer, on n'aime pas être mis sur le fait accompli, surtout du jour au lendemain. Bon, aujourd'hui, moi, je suis convaincue que le monde ne va pas changer avec des personnes 100% parfaites, mais plutôt avec des personnes qui font leur part petit à petit pour un monde un petit peu plus durable. Et ça passe aussi par une évolution progressive. Quand on engage un changement, qu'on fait de la sensibilisation, il y a toujours des early adopters, donc des personnes qui tout de suite vont adhérer à la vision, à la mission et qui vont vouloir être ambassadeurs de cette démarche. Et puis d'autres personnes qui sont un petit peu plus réfractaires, et après tout, c'est humain, et qui vont d'abord avoir besoin de voir les petits quick wins, les résultats tangibles, avant de s'engager dans cette transformation et de vraiment s'upskiller. Donc, c'est un processus qui est long, qui prend du temps, certes, mais qu'on doit respecter aussi parce que rien ne sert de résister au changement. Au contraire, je pense qu'il faut plutôt travailler notre résilience, notre adaptabilité et puis faire preuve de compréhension et d'empathie face à ça. Tout à fait. Et souvent, moi, j'ai vu des entreprises qui voulaient faire des raccourcis pour aller plus vite, qui disent, bon, on va prendre cette équipe-là, qui est la plus réfractaire. Si elle, on la transforme, on va transformer rapidement toute la boîte. Pour avoir essayé, je ne sais pas si tu as essayé, ça ne marche jamais. Il faut voir les promoteurs, les early adopters, avoir des résultats, faire une caisse de résonance, surcommuniquer. Et ceux qui étaient ni pour ni contre, ils commencent à être plutôt pour.
Ceux qui regardaient ça de façon sceptique, ben, petit à petit aussi, ils vont être positifs. Et ceux qui ne voulaient pas seront les derniers à se transformer globalement, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que c'est l'effet de groupe qui fait ça et qu'il y a eu des succès. Et il faut y arriver globalement. Donc, mais c'est vrai que la part de compétence d'accompagnement dans la transformation est super importante. Et donc, Marc, si tu peux passer à la slide d'après. C'est vrai que dans le cadre de ces transformations, quel que soit le niveau opérationnel ou plus global, comme disait Manaël, c'est de se dire ben, quelles compétences on doit avoir, qu'est-ce que ça va avoir un impact sur mes métiers. Moi, je pense que j'ai vu des métiers arriver, disparaître, réexister. Voilà, je sais pas si quelqu'un connaît encore quelqu'un qui fait le métier de webmaster, ben, qui lève la main. Moi, personnellement, ça, il y en a eu beaucoup, puis il y en a eu plus dessus. Donc, dans la tech, ça va très très vite. Les métiers apparaissent, disparaissent. Des fois, ils sont juste renommés parce que c'est du marketing, comme testeur et QA, n'est-ce pas, Marc? Euh, après, les rôles évoluent aussi. Donc, ils ne restent pas toujours comme ils y étaient il y a 10 ou 15 ans. Et donc, c'est fait qu'on a des nouveaux challenges. Et je pense que les entreprises, de mon point de vue, ne font pas encore un effort assez nécessaire pour préparer à ces changements, à cette transition avec des compétences. Et souvent, on est sur des choses techniques, méthodologiques, et on ne les accompagne pas sur la capacité à travailler leur adaptabilité en termes de soft skills. Euh, mais par la force des choses, ils vont pas avoir le choix et ils vont devoir le travailler dessus. On y viendra par la suite. On est dans un monde en perpétuel mouvement, donc le contexte va aider. Mais c'est vrai que les entreprises doivent aider à avoir des compétences. Et souvent, on essaie de mettre toutes les mêmes compétences dans une seule et même tête. Marc, si tu peux mettre la slide d'après. Et vas-y, moi, et il faut connaître l'automatisation, et il faut connaître le shift left, le shift right, l'agilité, maîtriser le DevOps, safe, et j'en passe. Mais on peut en mettre 50 compétences comme ça. Bon, si quelqu'un tend vers ces compétences, il travaillera certainement dans un GAFAM aux États-Unis et peut-être pas dans l'un de nos projets déjà. Donc, il sera hors de portée budgétairement. Et ce qui est important, c'est de se dire comment je fais pour avoir un équilibre dans mes compétences qui me permettent d'être plus efficace et de m'adapter au quotidien. Et plutôt, voilà, on voit souvent des projets qui attendent 8 mois avant de trouver la bonne personne, alors que peut-être s'ils avaient formé pendant 2 mois leurs équipes, et prendre quelqu'un qui était juste extrêmement motivé et très résilient et très empathique, il serait allé beaucoup plus vite pour résoudre le problème et ils n'auraient pas eu 8 mois de galère avec une non-compétence dans le projet qui a Oui, délivré ce qu'elle a pu. oui, tout à fait. On voulait parler aussi du monde VUCA qu'on a un petit peu évoqué en début de session. Je vois qu'il nous reste 15 minutes, donc je vais tâcher d'être efficace. Il nous reste 2 slides, ça devrait aller. On va répondre aux questions, puis échanger, partager, c'est aussi toute la richesse de ce genre d'événement. Euh, en fait, aujourd'hui, le monde VUCA dont on parlait dans l'Agile il y a 10 ans, mais en fait, il est toujours d'actualité. C'est qu'on est toujours dans un monde qui est complexe, volatile, incertain et ambigu. Donc sur la partie complexité, ben, en effet, le cause à effet a été remplacé par l'interdépendance. Ça se caractérise par quoi? C'est tout simplement le fait qu'il y ait trop d'éléments en mouvement pour pouvoir tous les suivre et les comprendre seuls. Maintenant, il faut collaborer avec tout ça, donc avec toute cette complexité. Sur la partie volatilité, la vitesse et l'ampleur du changement, on le voit, s'accélère. C'est ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des soft skills, au niveau des livrables. Les changements sont rapides, parfois éphémères, d'une durée qui va être indéterminée. On va parfois penser que ce sont des changements qui vont être sur le long terme, alors qu'en réalité, ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui. Et puis, pas forcément simple à comprendre, quoi. Donc, il y a cette volatilité du contexte dans lequel on évolue qui est à prendre en compte. Il y a la partie ambiguïté. On a tout et son contraire qui arrivent en même temps. On a vraiment une multitude de points de vue et d'informations parfois contradictoires qui sont facilement disponibles et qui rendent les choses diffuses. Et enfin, l'incertitude. Le présent est difficile à comprendre et l'avenir à peu près impossible à vraiment prévoir. Bon, alors, on a le rapport du GIEC quand même qui nous mettait en garde depuis plusieurs décennies, mais en ce qui concerne le contexte économique, social et environnemental, l'inattendu est attendu et considéré comme normal. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme l'allégorie de la grenouille. Je ne sais pas si vous connaissez cette allégorie-là, mais où on dit que vous mettez deux casseroles, l'une avec de l'eau froide, avec une grenouille dedans qui chauffe petit à petit, l'autre avec une eau bouillante.
bah, vous pouvez être sûr que dans le premier cas, la grenouille, elle va rester dans l'eau froide qui chauffe sans même se voir partir parce qu'elle est habituée à cette eau qui chauffe petit à petit. Donc, c'est considéré comme normal pour elle. Alors que dans le second cas, vous pouvez être sûr que la grenouille, elle va réagir très vite et sauter. Bah, nous, finalement, c'est à peu près pareil. On s'habitue à ces changements de contexte, à ces crises successives et finalement, on réagit pas assez vite pour pouvoir s'en sortir. Donc, c'est ce monde VUCA aussi dans lequel on est constamment présent. Je ne sais pas si tu veux compléter, Non, Jean-François. non, moi je suis assez en phase là-dessus. On est dans un monde où ça va beaucoup plus vite. Ce qui prenait 10 ans, on a pris 5, puis maintenant 3, bientôt 1 an. Les changements, voilà. Je pense que on commence à voir, à comprendre qu'il y aura une instabilité géopolitique, une instabilité économique, une instabilité écologique. Euh, et donc, il va falloir que les entreprises soient résilientes pour continuer à venir. Et je pense que économiquement, on commence à le voir. Il suffit de voir la bourse. Aujourd'hui, une bourse à près de 8 000 points, alors qu'il y a des guerres un peu partout, aux portes de l'Europe, qu'on ne sait pas où on va économiquement, alors que, qu'il y a quelques années, la bourse avait divisé par deux lorsqu'il y avait eu la crise des subprimes. Aujourd'hui, j'ai l'impression que après, voilà, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait, les prochaines crises, mais j'ai l'impression qu'économiquement, les entreprises gèrent mieux cette instabilité. Est-ce qu'ils gèrent bien les personnes dans la transformation et dans la vision écologique? Je n'irai pas jusqu'au même point là-dessus, mais c'est vrai qu'il faut... voilà, c'est que mon avis, je ne dis pas que j'ai la vérité absolue là-dessus, mais on nous invite pour donner notre avis, donc j'en profite pour le donner. Mais à voir comment, ce que ça donne. Mais ce qui est sûr, c'est que les transformations sont beaucoup plus rapides. Marc, si tu peux mettre le dernier point. Et que je pense que au final, ce qu'on doit nous essayer d'avoir, les entreprises avoir, nous aider à avoir, c'est cette résilience et de comment on va développer nos compétences pour pouvoir le faire et être plus dans l'adaptabilité et pas la réactivité. Et ce serait déjà moins stressant parce qu'on pourrait le gérer. Après, ça dépendra de chaque situation et de chaque personne, mais je pense que si on nous accompagne, c'est quand même beaucoup plus facile. Ok. Bon, mais merci. Merci à vous deux euh, pour, euh, pour le partage de vos connaissances sur le sujet. C'est des thèmes qui ne sont pas forcément très souvent abordés dans la taverne, en tout cas pas avec ce point de vue. Donc merci. Pour le moment, on a une question qui est euh, plutôt politique. Euh, Même si le gouvernement pourrait sauter dans les semaines ou mois à venir, le budget semble être parti pour être adopté, donc le budget de l'État français. Est-ce que ça pourrait favoriser un sentiment de stabilité économique? Voilà. Et dans ce cas-là, quel serait l'impact? Je pense que ça va être très difficile pour répondre parce que nous ne sommes pas des spécialistes de l'économie et de la finance. Euh, voilà. On est dans l'instabilité depuis juin de l'année dernière. Je pense que ça va être encore compliqué pendant un moment. Ce qui est sûr, c'est que plus ce sera stable, plus les entreprises réinvestiront. Enfin, aujourd'hui, voilà, dividende record l'année dernière en 2024 pour le CAC 40. Donc, euh, je pense que les entreprises ont les moyens d'investir. C'est juste que il y a tellement de peu de visibilité que tout s'est ralenti. Et on l'a vu dans la tech. Il y a eu une grosse phase de ralentissement. Euh, Moi, j'ai l'impression que ça repart un peu en début d'année, mais j'ai pas parlé avec assez de monde autour de moi pour me dire que c'est quelque chose qui est global. À voir. Espérons tous que tout reparte mieux, peut-être pas comme avant, mais mieux pour qu'on ait tous de l'activité et que ça se passe pour le mieux. Mais voilà, c'est qu'un souhait. Bon. Pas d'avis tranché sur s'il y a le budget ou pas de budget, on verra. Euh,
Donc, il n'y a plus forcément de questions, mais moi, j'en ai une. C'est concrètement, pour moi, ce que je retiens de, de cette présentation, c'est que le meilleur moyen, en fait, d'assurer une transformation de qualité, qu'elle soit environnementale pour le service numérique, pour les 5P, donc aussi pour les personnes, c'est d'accompagner les parties prenantes, les différents acteurs, dans ces changements et leur apprendre, entre guillemets, à apprendre et à s'adapter. C'est C'est ça. ça? Mhm. C'est ça. Et pas juste dire ah, faut faire ça parce que c'est une jolie technologie. Mais ça continuera à le faire, mais c'est comment les entreprises vont nous aider à mieux nous adapter. Et aussi, ça veut dire comment l'information elle redescend plus du bas pour donner plus de sens. Manaël en a parlé, je pense, au début de la conférence. C'est que c'est pas juste de dire, voilà, il y a un catalogue de formation, il faut le faire. Faut qu'il y ait un sens à donner et expliquer pourquoi et où veut aller l'entreprise en faisant ça. Et je pense qu'après, je dis pas que c'est facile, mais ça facilite les choses. D'accord. Et euh, quelques exemples de bonnes pratiques sur le sujet, Manaël, pour réussir à accompagner ces personnes? Oui, mais en effet, je pense que il y a trois ingrédients qui peuvent aider à ça. C'est, comme on le disait, d'avoir une vision claire et qui soit inspirante. La transition durable, ça ne doit pas juste s'appuyer sur une stratégie solide. Il faut que ce soit partagé par tous, pour tous, et que ce ne soit pas une initiative perdue au sein d'un comité de direction pour répondre aux obligations réglementaires et montrer les bons papiers. Il faut que ce soit vraiment une vision qui soit en effet porteuse de sens, alignée avec les priorités business, et que ça lie à la fois, donc ça c'est le deuxième ingrédient, ça implique tout le monde pour fédérer autour de l'impact. Donc la qualité, c'est pas juste au sein du service qualité, c'est l'affaire de tous, on est d'accord, c'est ce que nous disait Jean-François tout à l'heure. Et ben, l'ESG, la durabilité, c'est pareil. Ça peut impliquer tout le monde, ça peut fédérer, ça peut générer aussi de l'engagement pour l'entreprise. Et puis c'est une transformation qui doit être collective. On doit donner à chacun une place, une responsabilité dans le changement, parce qu'au final, c'est les actions individuelles qui font bouger les choses à grande échelle. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le monde, il va pas changer avec une poignée de personnes 100% parfaites, mais avec 7 milliards d'habitants sur Terre qui, comme vous et moi, tâchent de faire leur part. Puis enfin, le troisième ingrédient, je dirais que c'est adopter une approche d'amélioration continue. Et pour ça, l'agile, en tout cas, quel que soit le framework, c'est avant tout un mindset. Donc, c'est ne pas chercher à changer du tout au tout du jour au lendemain, mais travailler de façon itérative, incrémentale et petit à petit, voilà, mettre par exemple en place des pratiques d'éco-conception et d'extreme programming. Pour ça, il y a les 115 bonnes pratiques d'éco-conception web que je vous invite à aller chercher sur Internet. Euh, Moi, je peux aussi, avec plaisir, mettre à disposition, Marc, le e-book. C'est gratuit, c'est en open source, hein. C'est un e-book qui vise à outiller les DSI, en tout cas les personnes qui travaillent dans la tech, à identifier les bons outils, les bonnes pratiques pour initier des changements sur le Green IT et le numérique responsable. Donc, c'est une petite bibliothèque, voilà, d'outils qui ont été testés et éprouvés par une dizaine d'entreprises. Donc, je pourrais le mettre à disposition des personnes qui le souhaitent. Bah, avec plaisir. Euh, sur ce, je ne sais pas s'il y a un dernier mot que vous souhaitez ajouter, Manel et Jean-François, avant de dire au revoir à tout le monde et de remercier tous les spectateurs. On est Déjà, Ouais, vas-y, prends Jean-François, vas-y. merci Marc pour l'invitation. Et non, moi, j'ai rien de plus à dire. Je pense qu'on a beaucoup dit. Juste, voilà, continuez à aller à ce genre d'événements, à ouvrir vos chakras, à regarder les nouvelles compétences, voir comment le monde se transforme et propager la bonne parole dans votre entreprise pour que le changement soit quelque chose de plus concret au niveau des compétences. Merci Jean-François. Et moi, je tenais à dire que ça a été un vrai plaisir de préparer cette session avec vous deux, de prendre le meilleur de nos pratiques et de nos passions respectives, parce qu'après tout, si on fait ce genre de choses, c'est qu'on est passionné par nos métiers. Et je trouve que vous l'incarnez super bien tous les deux. Donc, merci encore pour cette chance d'en discuter ensemble.
Merci aussi à celles et ceux qui y ont participé. Et ben, j'espère que vous aurez ressorti ou en tout cas gardé une chose de ce webinaire. Et si c'est le cas, ben, le pari est remporté. Donc, merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci. Merci à tous. À Au bientôt. Au revoir. revoir.